À l'Assemblée nationale, les députés réunis en session plénière ont voté pour la reprise des activités de l'usine de Fria. Les précisions, c'est dans ce journal avec notre spécialiste Abdoulaye Diallo. Et puis, l'importance du projet filets sociaux expliqué au cadre du ministère de l'Action sociale. Le but est de les impliquer dans ce projet porteur de croissance. À Timbo, l'inauguration de la mosquée historique, un symbole d'unité intercommunautaire. C'est le sens du commentaire de la rédaction en chef du journal. C'est tout pour les titres. Dans quelques instants, je vous retrouve pour les détails. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par ce décret portant nomination des hauts cadres au ministère des Travaux publics. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Les hauts cadres dont les noms suivent sont nommés dans les fonctions ci-après. Secrétaire général, M. Kadiata Mamoudou Kaba, ingénieur génie civil, précédemment membre du comité ministériel de normalisation et de sécurité routière au ministère des Travaux publics et Transports de Québec. 2. Chef de cabinet, M. François Bangoura, administrateur confirmé. Conseiller principal, Dr Amadou Gueye, confirmé. Conseiller juridique, M. Rodrigue Georges Loy, confirmé. Conseiller en charge des questions techniques, M. Lansana Koivogi, précédemment inspecteur général des travaux publics. Conseiller chargé de mission, Elhadj Sekou Oumar Kondé, confirmé. Directeur national des infrastructures, Dr Bakary Kaba, précédemment directeur national de la voirie urbaine. Directeur national adjoint des infrastructures, M. Oumar Kamara, précédemment en service au ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Directeur national de l'entretien routier, M. Sa Yolande Kamara, précédemment en service à la Direction nationale de l'entretien routier. Directeur national adjoint de l'entretien routier, M. Lamine Diané, confirmé. Directeur national des routes nationales, M. Kaba Sangaré, précédemment directeur national des infrastructures. Directeur national adjoint des routes nationales, M. Benjamin Sandouno, précédemment directeur général adjoint de laboratoire du bâtiment et des travaux publics. Directeur national des voiries urbaines, M. Nabi Conté, précédemment en service à l'administration et contrôle des grands projets et marchés publics. Directeur national adjoint des voiries urbaines, M. Ibrahima Bari, confirmé. Directeur national des routes préfectorales et communautaires, M. Mohamed Mandian Traoré, précédemment directeur général adjoint du Centre d'appui et de service des entreprises routières. Directeur national adjoint des routes préfectorales et communautaires, M. Lansana de Fofana, précédemment chef de division études et programmation à la Direction nationale des routes préfectorales et communautaires. Directeur général du Bureau de stratégie et de développement, Dr Malik Somparé, confirmé. Directeur général adjoint du Bureau de stratégie et de développement, Elhadj Ibrahima Khalil Kourouma, précédemment directeur national des routes préfectorales et communautaires. Inspecteur général des travaux publics, Elhadj Souleymane Doumbouya, précédemment directeur régional des travaux publics de Conakry. Inspecteur général adjoint, M. Michel Bangoura, précédemment directeur national adjoint des infrastructures. Directeur général du Fonds d'entretien routier, Maître Souleymane Traoré, confirmé. Directeur général du Centre d'appui et de suivi des entreprises routières, M. Ibrahima Debari, confirmé. Directeur général adjoint du Centre d'appui et de suivi des entreprises routières, Elhadj Soriba Silla, précédemment directeur national adjoint des routes préfectorales et communautaires.
Directeur général de l'Institut géographique national, M. Bambo Fofana, confirmé. Directeur général adjoint de l'Institut géographique national, M. Sekou Fantamadi Berete, précédemment directeur général du Bureau d'études et stratégies de développement. Directrice générale du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, Madame Maïmouna Bari, confirmée. Directeur général adjoint du laboratoire du bâtiment et des travaux publics, Amoussa Djamsdine, ingénieur des ponts et chaussées au ministère des Travaux publics. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 30 mai 2016, signé professeur Alpha Condé. Je vous l'annonçais dans les titres, les députés se sont réunis ce lundi en session plénière. 6 projets étaient sur la table des élus du peuple pour adoption. L'une des lois qui fait objet de débat est celle liée à la relance de l'usine de Frigia avec comme annexe la construction d'une autre unité au compte du projet Diandian. Après des heures de discussion, les parlementaires ont voté pour la relance de Frigia. Compte rendu, Abdoulaye Diallo. Le suivi que le gouvernement va faire du haut de cette tribune de l'Assemblée nationale, le ministre des Mines et de la Géologie défend le projet de relance de l'usine de Frigia et de la réalisation d'une autre unité au compte du projet Diandian. 2 projets de la société Ruskie Alumini. Au terme des débats contradictoires autour de l'utilisation du charbon comme source d'énergie, les députés des 2 camps restent sur leur position. Tous les Guinéens, tous les députés veulent vraiment à ce que Frigia puisse être repris. Ça, je pense qu'il y a l'unanimité là-dessus. En ce qui concerne la centrale à charbon, nous pensons que c'est des choses, aujourd'hui, on est au 21e siècle, on est en 2016, à notre avis, c'est des choses qu'il faudrait éviter. Tout le monde est en train de combattre les centrales à charbon, même si elles sont moins chères, mais aujourd'hui, la Guinée n'est pas en pénurie comme nous avons de l'hydroélectricité à profusion, il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas investir dans ce secteur. Moi, je peux vous assurer que l'utilisation du charbon n'arrivera peut-être même pas, parce qu'aujourd'hui, on va continuer avec le fioul, et pendant la même session, nous allons approuver l'interconnexion avec les différents barrages qu'il y a. Mais même s'il y a utilisation du charbon, je vous assure, il n'y aura pas les risques que les gens craignent aujourd'hui. Si une utilisation du charbon pour 75 MW par rapport à d'autres qui sont à 700 MW, je puis vous assurer qu'avec le progrès de la science et de la technologie, les effets sont nettement réduits et l'option charbon ne restera pas. Parce que l'opérateur économique choisira l'option la moins chère, la plus économique, et ça va être l'option hydroélectrique. La réouverture des activités de l'usine de Frigia suscite assez d'espoir chez les populations. En plus de cela, la construction de la nouvelle usine d'alumine au titre du projet Diandian, dont la capacité est de 1200 tonnes par an, va offrir plus de 500 emplois directs. Début effectif des travaux physiques de réhabilitation de l'usine, janvier 2017. Début de la production commerciale de l'usine, au plus tard le 1er avril 2018. Atteinte de la capacité de production maximale au plus tard le 30 juin 2019. On ne peut être plus clair. Notre responsabilité au niveau du gouvernement maintenant est de nous assurer, comme cela a été recommandé par certains honorables députés ici, qu'il y a un suivi assidu de la réalisation de ce calendrier. Au cours de cette session plénière, 6 projets de loi sont sur la table des députés pour adoption. Il s'agit par exemple de l'accord de prêt relatif au financement du projet énergie de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, du rapport sur la convention portant création de l'agence de gestion des ouvrages communs de Sambangalou et du réseau de transport de l'énergie. Après discussion, les élus du peuple adoptent à la majorité la loi portant sur la relance des activités de l'usine de Frigia et celle liée au projet Diandian.
Et puis, ce communiqué de la présidence de la République, les membres de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation sont conviés à une rencontre placée sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le mardi 31 mai 2016 à Sékou Touréa à partir de 15 h. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Signé le directeur Moussa Sissi. Les travaux de l'atelier de formation des membres du Conseil économique et social ont pris fin à Conakry. Durant 3 jours, les participants ont appris les techniques de plaidoyer pour une mobilisation en faveur de la protection sociale. Yaya Silla. 2 mois de session ont permis de traiter en autosaisine plusieurs questions, notamment le développement du tourisme, la mise en œuvre du projet de village artisanal, les logements sociaux et la promotion de la bonne gouvernance. Le Conseil économique et social s'est toujours placé au centre des préoccupations nationales, africaines et internationales en vue de trouver des solutions idoines aux épineux problèmes qui assaillent les populations guinéennes en particulier et les sociétés africaines et mondiales en général. Au cours de cette cérémonie de clôture, 2 documents relatifs à l'atelier de renforcement des capacités du CES sur la protection sociale et le dialogue social ont été présentés. Il s'agit de la recommandation et la proposition de la feuille de route. Les travaux de 5 groupes ont permis de porter des réflexions très poussées sur des thématiques relatives à l'accès aux soins de santé essentiels, à la sécurité du revenu pour les enfants, à la sécurité du revenu pour les personnes d'âge actif, à la sécurité du revenu pour les personnes âgées et au dialogue social et de la protection sociale. Le ministre à la présidence de la République chargé des relations avec les institutions républicaines a loué le travail réalisé par le CES. Il a surtout réitéré le soutien du président de la République à cette dynamique institution. La présidente du Conseil économique et social se réjouit du pont établi entre l'exécutif et les différentes institutions constitutionnelles. Nous, au Conseil économique et social, nous gardons comme boussole ce désir du président de la République de mettre des jalons importants pour une lutte efficace contre la pauvreté qui est l'ennemi principal de tous les pays du Sud spécifiquement. C'est pourquoi, pour cette session, le Conseil économique et social s'est engagé à se plancher sur des sujets d'autosaisine portant sur des faits extrêmement importants pour notre pays. Le Conseil économique et social de Guinée, membre du conseil d'administration de l'AECS, prendra part aux travaux de l'Assemblée générale de l'association au mois de septembre prochain à Cotonou, au Bénin. Et justement, pour parler de la cohésion sociale, le Premier ministre Mamadi Youla a Boké, le chef de gouvernement, a conféré avec les populations de Kakandé. Les échanges ont porté sur la paix et le renforcement de la cohésion sociale, des thèmes si chers au chef de l'État, professeur Alpha Condé. Reportage à Boké, Adi Kamara. Kakandé, une des zones minières par excellence de la République de Guinée, a réservé un accueil somptueux au Premier ministre Mamadi Youla et à la délégation qui l'accompagnait. Il est venu au nom du chef de l'État, professeur Alpha Condé, président de la République, dérouler les grands chantiers ouverts par le gouvernement, surtout dans les domaines de l'éducation, de la promotion de l'emploi jeune, de l'autonomisation, de la protection des droits des femmes et de l'amélioration du climat des affaires, favorisant ainsi l'attractivité de notre économie tout en assurant la promotion des investissements privés en Guinée. Dans la construction de la Guinée, chacun peut apporter sa pierre. Je m'y engage ici devant vous et derrière le professeur Alpha Condé. De cette tribune, je lance un appel à l'unité nationale, à la consolidation de la paix et à l'engagement citoyen de tous dans le développement de notre pays. Nous ne pourrons jamais
faire avancer notre pays. Et personne n'y gagnera si nous ne nous donnons pas la main, si nous ne mettons pas de côté nos divergences. Travailler ensemble ne veut pas forcément dire avoir exactement les mêmes idées, mais parfois il faut savoir mettre de côté les divergences dans l'intérêt supérieur de notre pays. Avec la construction des infrastructures de qualité en faveur du développement de Boké, les fils du terroir n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du professeur Alpha Condé. Il vient pour la première fois à Boké pour prendre langue avec cette communauté de Boké qu'il a vu vraiment évoluer, dans laquelle préfecture il a fait beaucoup de choses. Donc vous comprendrez avec moi, en tant que fils du terroir, que c'est un sentiment de fierté qui m'anime de voir le Premier ministre venir dans ma préfecture natale et continuer à poser les jalons de développement. Nous souhaitons que la route qu'ils ont tracée pour le peuple de Guinée, pour le pays, que vraiment cette route soit facile. Nous sommes prêts à les accompagner en tant qu'élus du peuple. Et s'il plaît à Dieu, nous sommes, comme je l'ai dit, ravis de leur visite. Mamadi Yula a tenu à rendre visite aux sages et imams de Boké. Ici, l'accent a été mis sur la promotion du dialogue social, de la préservation de la paix et de la concorde nationale. Dans l'arrière-pays, on parle aussi de l'environnement au service de la sécurité alimentaire. La question est d'actualité dans notre pays. Les acteurs du monde rural viennent de mettre en place à Kindia des comités préfectoraux de suivi environnemental et social. La mise en place de ces comités constitue une étape importante à l'appui du secteur agricole dans notre pays. Saliouba. 15 millions de dollars, c'est le coût du projet d'appui au secteur agricole en Guinée. Financé par la Banque mondiale, il est l'un des plus importants projets dans le secteur en cours d'exécution. Mis en œuvre pour former les intervenants dans le domaine agricole, il entre dans une phase active avec cette rencontre régionale dans la ville des Agrumes pour vulgariser les techniques d'évaluation environnementale et sociale de la Banque mondiale. C'est fait partie des activités programmées pour l'année 2016 et dans le cadre du renforcement des capacités institutionnelles et organisationnelles des organisations de producteurs. Donc cet atelier est organisé à l'intention des membres du comité du suivi environnemental qui a été mis en place cette année, qui puisse suivre toutes les activités des sociétés minières ou d'autres unités industrielles qui vont se mettre dans les différentes préfectures pour pouvoir suivre les activités qu'ils mènent pour éviter la pollution et aussi toutes les mesures qui puissent vraiment dégrader notre environnement, qu'ils soient aussi les témoins de ça et qui rendent compte aux différents ministères pour pouvoir prendre les dispositions à temps. Le projet d'appui au secteur agricole va durer 4 ans. À terme, il va faciliter la mise en œuvre d'un autre projet. Il s'agit du plan national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Représentants des ministères de l'Agriculture, de l'Environnement, de la Pêche et de l'Élevage sont tous associés pour la réussite de ces différents projets. Il est vrai que si nous comptons aujourd'hui 100 projets, il est évident que 15% ne font pas des mesures de sauvegarde. Parce qu'il n'y a pas de structure de suivi, le ministère de l'Environnement n'est pas suffisamment équipé. Et c'est d'ailleurs pourquoi au niveau de chaque département technique sectoriel, nous avons des comités de suivi environnementaux. 3 jours d'échanges à l'issue desquels les comités préfectoraux en suivi environnemental et social sont mis en place. Leurs membres, issus de toutes les préfectures de la région côtière, sont formés en vue de leur implication pour la meilleure prise en compte de la dimension environnementale et sociale des activités du plan national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire. Restons à Kindia où les cadres du département de l'action sociale viennent de suivre une formation sur la connaissance des notions clés du projet Filets sociaux. Objectif, leur impliquer dans l'exécution de ce projet porteur de croissance dans notre pays. Mohamed De Camara. Considéré comme un instrument de réduction de la pauvreté, les filets sociaux constituent un projet du gouvernement et financé par la Banque mondiale. Durant 3 jours, ces cadres vont se familiariser avec les notions de vulnérabilité, les genres de protection sociale et l'extrême pauvreté. Jusqu'ici, le projet a été exécuté sous une formule de pilotage
Il est temps maintenant que le projet se mette à échelle et pour cela, on ne peut pas le mettre à échelle sans que les services publics qui représentent l'État au niveau des préfectures et régions ne s'approprient de l'approche et ne puissent nous faire des suggestions et recommandations qu'on va intégrer dans la définition des articulations institutionnelles. Depuis son lancement, ce projet a permis d'augmenter le revenu des bénéficiaires, toute chose qui réjouit le gouvernement. Avoir cet atelier, ça nous réconforte dans la mesure où nous venons de finir une première phase du programme. Nous rentrons dans une phase de financement additionnel. Donc si on a eu cela, c'est parce que le programme s'est bien comporté. C'est ce qui nous motive à venir mieux outiller les cadres afin que la prise en charge soit bien faite sur le terrain et que le bailleur puisse mieux encourager pour nous tenir en compte dans les financements qu'ils vont planifier pour les pays de la sous-région. Dans les jours à venir, ces cadres en formation seront impliqués dans l'exécution directe du projet dans leurs localités respectives. Et puis bientôt, l'Assemblée générale des architectes de Guinée. Actuellement, l'heure est au préparatif pour harmoniser les points de vue, une manière de changer la donne dans notre pays. Les précisions avec Makale Souma. Conakry est un chantier. Des immeubles et autres constructions poussent comme des champignons. Des constructions pas toujours sans problème quand on connaît les difficultés que rencontrent les architectes face à certains maîtres d'ouvrage indélicats. C'est pour discuter de tous ces problèmes que l'Ordre des architectes de Guinée s'est retrouvé en réunion préparatoire de son assemblée générale. Débattre en toute confraternité tous les problèmes que connaissent les architectes aujourd'hui sur le terrain face aux maîtres d'ouvrage qui parfois maîtrisent mal la profession d'architecte, mais aussi face à l'administration qui, des fois, de façon volontaire ou involontaire, ignore l'architecte, l'architecture et la corporation des architectes. La corporation des architectes de Guinée veut avancer en mettant de l'ordre en son sein. Elle veut surtout faire changer la donne quant à la problématique de leur implication dans la construction dans notre pays. Tout le monde a pratiquement le même problème, ils sont identiques. Donc chacun est conscient des enjeux, n'est-ce pas, liés à l'exercice de cette profession aujourd'hui chez nous, compte tenu des réalités qui se passent. Après avoir échangé, les concepteurs de l'urbanisme et de la construction veulent réagir d'une même voix. Ils se sentent négligés et veulent que cela change à travers des communications et des échanges avec les autres acteurs évoluant dans la construction. Parlons du courant électrique. Une mission de l'électricité de Guinée poursuit sa tournée de prise de contact avec les autres sociétés de la sous-région. Après le Sénégal, elle séjourne au Togo pour s'inspirer de l'expérience togolaise d'électricité en matière d'utilisation des compteurs à prépaiement dans la consommation de l'énergie. Reportage Nabi Kamara, Souleymane Bangoura. Depuis 1994, le Togolais connaît le compteur à prépaiement. Son introduction dans la consommation d'énergie électrique est partie de la volonté affirmée des autorités togolaises à réduire le taux de perte d'énergie tout en améliorant le taux de recouvrement des factures. Cela a permis à la compagnie togolaise d'énergie électrique de poser les compteurs à prépaiement chez 45 700 clients sur l'ensemble du pays. Moi, j'invite les gens à y aller parce que je crois que c'est mieux. Ici, pour les factures classiques, on demande toujours telle facture n'est pas payée, telle est payée, on m'a coupé pour ne rien. Et là, je crois que quelque part, quelqu'un est accusé. Mais si c'est les prépayés, chacun, c'est comme le téléphone, tu as chargé, tu parles, c'est fini et ça coupe. Et là aussi, je crois que c'est mieux pour les gens. Je crois que les clients comme nous sont satisfaits dans la mesure où ça leur permet de régler leur consommation. Puisqu'ils achètent, ils consomment ce qu'ils achètent. Donc ça fait qu'il n'y a plus de problèmes comme avant. La pose des compteurs à prépaiement dans le pays a été accompagnée d'une campagne d'information et de sensibilisation en interne et à l'externe. Autrement dit, à la mobilisation de l'ensemble des Togolais autour de l'idéal commun, la rentabilité économique de la compagnie togolaise d'énergie électrique.
En marge des travaux du sommet humanitaire mondial, le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République, a rencontré le secrétaire général de l'OCI. Objectif, parler des relations de coopération entre la Guinée et cette institution islamique. C'est un reportage signé de notre confrère de l'AGP, François Mara. C'était un entretien qui a duré environ 45 minutes d'horloge entre le ministre d'État, ministre secrétaire général à la présidence de la République et le secrétaire général de l'OCI. Au cours de cet entretien, le ministre secrétaire général à la présidence de la République a transmis les salutations du chef de l'État, professeur Alpha Condé, au secrétaire général de l'OCI. Kiridi Bangoura et ce prince arabe ont passé en revue les questions de coopération entre la Guinée et cette organisation islamique. La délégation guinéenne a aussi mis cette occasion à profit pour solliciter auprès du patron de l'OCI le financement du plan de relance économique post-Ebola. Je crois que le secrétaire général a dit que vraiment qu'il a beaucoup souhaité depuis son arrivée que la Guinée qui rencontre la délégation guinéenne pour pouvoir discuter et voir les voies et moyens nous appuyer et voir demain comment la Guinée peut aussi s'en sortir, peut porter son expertise et son expérience dans certains domaines de la gestion de la crise humaine et surtout de nature de Ebola et d'autres crises que nous avons traversées. Le secrétaire général de l'OCI aurait aussi transmis, à travers de son exemple sur le secrétaire général de la présidence, son souhait de se rendre à Conakry dans le meilleur délai si le calendrier de son exemple sur le président lui permettait d'effectuer une visite officielle pour pouvoir discuter avec les autorités guinéennes tout ce qui est lié au dossier de l'OCI. Cette offensive institutionnelle de la délégation guinéenne prouve à suffisance la volonté des autorités publiques à relancer rapidement notre économie qui a été fragilisée par l'épidémie d'Ebola. Coopération toujours, l'aéroport international de Conakry a servi de cadre ce lundi à la remise de matériel militaire aux forces armées guinéennes. Ce geste du Maroc s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération entre nos deux États. Commandant Mohamed Kassé. Après la République populaire de Chine, c'est au tour du Royaume du Maroc de mettre à la disposition de l'armée guinéenne un important lot de matériel composé d'équipements informatiques, sanitaires, de transmission et de génie. Ce don fait suite à la demande du commandant en chef des forces armées, le professeur Alpha Condé, aux pays amis après l'attaque du bataillon guinéen à Kidal, faisant 7 morts et d'énormes dégâts matériels. Ces équipements vont servir au renforcement des capacités opérationnelles du contingent guinéen déployé au Nord Mali. La remise provisoire de ces matériels a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur du royaume chérifien en Guinée et de la hiérarchie militaire. Un deuxième cargo de l'armée marocaine est attendu demain à l'aéroport international de Conakry-Bessia avec d'autres équipements militaires à bord. Une cérémonie officielle est prévue dans les jours à venir au camp Alfaya Diallo. Religion dans cette édition, la mosquée historique de Timbo a repris service vendredi dernier. À cet événement qui suscite beaucoup de commentaires, notre rédaction y voit la célébration de l'unité et le brassage intercommunautaire au cœur de la région du Fouta. La mosquée a connu de nombreuses cotisations, dont celle du chef de l'État, professeur Alpha Condé. Le point avec Kamara Aboubakar. Des symboles de l'État caillassés à la réouverture d'une mosquée chargée d'histoire. Ces images, ainsi que celles de bousculades enregistrées vendredi à Timbo, alimentent encore les commentaires sur les réseaux sociaux et sites d'information. Pour l'élite religieuse et politique présente aux côtés des sages, ainsi que de nombreux fidèles, il s'agit là de détails qui ne sauraient porter l'ombre sur l'un des plus grands événements de l'histoire commune de notre pays. La remise en service de l'un des plus vieux lieux de culte de la Guinée, la mosquée de Timbo, symbole de 2 siècles de brassage communautaire et de pratique de l'islam tolérant en Guinée. Nous sommes ici dans un endroit emblématique. C'est le symbole non seulement de la présence de l'islam au Fouta Djallon, mais c'est aussi la présence des communautés musulmanes dans toute la sous-région.
parce que les fondateurs de la théocratie du Fouta Djallon, Kramoko Alpha et ses compagnons, ont, au début du XVIIIe siècle, semé ce qu'on appelle l'islam guinéen, l'islam foutanké, qui est aussi l'islam maninka. Donc vous voyez l'unité du monde Peul et du monde mandingue réunis en cet auguste personnage. Au cœur de la capitale historique du royaume théocratique du Fouta Djallon, ce majestueux édifice est rénové pour la 3e fois. Les travaux lancés il y a 7 ans ont été accélérés avec la contribution personnelle du chef de l'État dans le cadre des fêtes tournantes de l'indépendance. En cette mosquée patrimoine, la Guinée revendique son unité par le jeu des alliances séculaires intercommunautaires. Et cela transcende les caprices du temps et le caractère mesquin des hommes. Culture, la tradition africaine résiste encore à l'évolution du temps. C'est le cas à Koumana, une sous-préfecture de Korosa, où la fête de la mare a connu un succès éclatant. L'événement a lieu chaque année depuis plusieurs siècles, un acquis que l'Association pour le rassemblement et le développement de Koumana s'attelle à consolider. Reportage Abib Thiam, Yaya Tunkara. C'est le jour tant attendu par la population de Koumana, à Kouroussa. Depuis plusieurs jours, les dépositaires de la tradition se relaient ici pour égayer le public et traduire l'immense symbole que représente la mare du village. Dans une ferveur commune, empreinte de fraternité et de cohésion, la population de Koumana réaffirme son attachement à cette mobilisation annuelle. Appelée à consolider ce talent depuis 2 ans, la nouvelle présidente de l'association des ressortissants de Koumana saisit l'occasion pour rappeler les acquis et son rêve pour le village de son époux. L'ARDK est une association non gouvernementale d'action économique et socio-culturelle engagée pour le rassemblement et le développement de Koumana. Elle poursuit les objectifs suivants: mobiliser, réunir et organiser l'ensemble des ressortissants de Koumana d'ici et d'ailleurs. Avant Nanyuma Faro, les ambitions de Koumana étaient portées par Dr Mohamed Koumandjan Keïta. L'homme est un grand héritier de la tradition de ses ancêtres. Avec son successeur, l'engagement de transformer le terroir est un souci constant. Il est bon pour nous en tant qu'historiens, il est bon pour nous en tant qu'éducateurs, il est bon pour nous en tant que natifs du pays, connaissant la tradition de notre pays, de toujours expliquer aux étrangers ce que nous sommes. C'est l'après-midi. Les festivités amorcent leur dernier virage à Koumana. Direction la mare Nantamba dans l'arrière-village. Comme à l'accoutumée, cela fait 1 an que la pêche traditionnelle se prépare ici. Toutes les composantes de la contrée convergent vers la zone. Tradition oblige, quelques offrandes sont faites à la mare à travers 2 trous impressionnants où sont censés se terrer des crocodiles, maîtres des lieux. Aussitôt accompli, ce travail donne lieu à un véritable déferlement dans les eaux froides de la mare, longtemps au repos. Pêcheurs aguerris et amateurs vont ainsi à la pêche. C'est la course au plus gros poisson. Au bout de quelques minutes, l'engagement pour la pêche finit par payer. Tandis que certains obtiennent des élevins, d'autres plus chanceux attirent la foule par leurs grosses recettes. Je suis contente, la pêche a été fructueuse. Vivement l'année prochaine. Depuis presque 800 ans, cette activité est pratiquée sur la mare de Koumana. Mais une inquiétude demeure à ce jour. Nantamba a beaucoup perdu de son étendue avec la montée du réchauffement climatique. Vous-même vous constatez, la première des choses d'abord c'est de reboiser. Alors sinon ça tend à tarir. Donc avec l'aide des bailleurs de fonds, l'autorité préfectorale va se battre avec les ressortissants pour que vraiment cette mare soit reboisée. Surtout que ça fait partie du patrimoine national. Du côté de l'Association pour le rassemblement et le développement de Koumana, le plaisir de la fête est tout aussi grand que le devoir de préserver la mare et promouvoir le bien-être du village. Retenez que les membres de la Commission nationale de réflexion sur l'éducation sont conviés
À une rencontre placée sous la présidence de son Excellence, le président de la République, professeur Alpha Condé, le mardi 31 mai 2016 à Sékou Touré à partir de 15h. Vu l'importance de l'ordre du jour, la présence de chacun et de tous est vivement souhaitée. Ce communiqué est signé du bureau de presse de la présidence de la République. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur la RTG.